Chers amis, bonsoir. Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette deuxième émission Zoom à Chichi. Je vais vous présenter brièvement le programme de ce soir. Trois parties. La première, c'est consacrée à un personnage peu connu, mais ô combien important, Emil Lichtenfeld, qui est le créateur, l'instigateur du Krav Maga, présenté par Gilles Hassine et Guy Molnar. Ensuite, pardon, nous aurons une présentation d'un film Vichniac. Vichniac, c'est la vie de Roman Vichniac, un photographe, et des images de la vie filmées avant-guerre euh, dans les shtetls, dans les rues et cafés de Berlin, et présentées ce soir par un spécialiste de l'histoire culturelle, le professeur Didier Francfort. Troisième séquence, comment réussir une tarte aux myrtilles pour célébrer Toubishvat avec Minda Smerla. Et pour avoir vu le film résumé, je peux vous dire que c'est appétissant. Sans plus attendre, je voudrais donner la parole à Guy Molnar qui va présenter Gilles Hassine et le personnage de Imi Lichtenfeld. Guy, c'est à toi. Oui, bonsoir à tous. Lors de récentes vacances à Bratislava, en Slovaquie, à ne pas confondre avec la Slovanie, je suis passé dans le quartier juif, ou plutôt le peu qu'il en reste, c'est-à-dire quasiment plus rien. Les autorités ont eu la bonne idée de mettre une vingtaine de panneaux avec des figures juives de Bratislava, donc des hommes, des femmes juifs qui ont marqué la ville et qui ont marqué leur temps aussi. Et donc, bien sûr, tout le monde connaît le Ratam Sofer, mais il y a d'autres personnes dont j'aurai aussi l'occasion de vous parler ultérieurement. Et ce soir, j'ai retenu Imrich Lichtenfeld, dit Imi, que je ne connaissais absolument pas et qui est en fait la personnalité qui a popularisé le Krav Maga. Avec nous, Gilles Hassine, donc Gilles Hassine qui va se présenter lui-même et qui a eu l'immense privilège de rencontrer Imi en Israël. Donc Gilles, tu nous dis ce que tu fais. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Gilles. J'enseigne le Krav Maga à Strasbourg depuis 1997. C'est la première école qui a pris naissance dans l'Est de la France. Et donc, depuis 1997, j'ai des clubs à Strasbourg et j'enseigne aussi bien à des civils, mais aussi à différentes unités d'intervention. Et depuis quelques années aussi au sein du CREPS, qui est le centre de recherche et d'études physiques et sportives à Strasbourg. Et effectivement, quand je suis parti en 95 en Israël, donc Imi était encore vivant, puisqu'il est mort en 98. J'ai eu le privilège de m'entraîner dans son club et de rencontrer Amy, d'avoir quelques moments de partager quelques moments de vie avec lui. Merci Gilles. On va déjà voir comment Amy est arrivé en Israël, un peu son parcours de vie. Donc il est né à Budapest en 1910 et donc comme on l'a dit, il est mort en Israël en 1998. En Mhm. fait, il a passé sa jeunesse à Bratislava, donc à Ouais, l'époque c'était l'Empire austro-hongrois. Et donc je te laisse continuer si tu veux, oui, puisque oui. Alors en fait, Imi était le fils de Samuel Lichtenfeld, qui était un fameux policier de Bratislava. Les deux se faisaient remarquer par leurs compétences athlétiques, puisqu'aussi bien Samuel qu'Imi étaient d'excellents lutteurs, mais aussi de très grands boxeurs. Donc Imi a grandi dans les années
Son adolescence s'est faite dans les années 30, au moment de la montée du fascisme, et avec différents personnes de la communauté juive de Bratislava, il a commencé à créer un groupe de manière à protéger les membres de sa communauté. Et rapidement, sa réflexion a été de développer un système de défense qui permettrait d'avoir à proposer aux gens de la communauté des techniques issues de son expérience, de son imagination, qui leur permettraient de se défendre face à tous les groupuscules nazis qui sévissaient déjà à l'époque. Et c'est ce qui a, c'est le génie d'Imi, de par sa jeunesse à ce moment-là, d'avoir tout de suite eu besoin de développer des techniques qui seraient faciles à enseigner et surtout rapidement automatisées, praticables et comprises par les personnes qui pratiquaient ces disciplines. Après, il a justement émigré en Israël avec on en avait parlé succinctement, toi et moi, Guy, avec un voyage qui a été assez chaotique, puisque beaucoup de gens, pardon, je suis un peu malade, ont entendu parler d'Exodus. C'est vrai que le bateau Exodus, il y a même eu un film qui avait retracé son histoire, mais il n'y a pas eu que Exodus, il n'y a pas eu que ce bateau qui a transporté des Juifs pour les emmener en Israël. Et Amy a voyagé sur un de ces bateaux qui a coulé à l'approche des côtes israéliennes. Son bateau a coulé et Amy, pour la petite anecdote, a passé plusieurs jours en pleine mer avant d'être secouru, ce qui montre déjà, ce qui montrait, c'est son incroyable force physique et mentale. Et d'ailleurs, suite à ces plusieurs jours passés en pleine mer, il avait eu une infection au niveau de l'oreille qui lui avait provoqué une paralysie faciale. Donc il était déjà qu'il avait un visage assez dur, sa paralysie comme ça en rajoutait. Lorsqu'il est arrivé en Israël, il s'est vite fait remarquer il a rejoint rapidement la Haganah, qui est l'ancêtre de Tsahal, puisqu'à l'époque, l'armée israélienne s'appelait la Haganah. Il a rejoint la Haganah. Il s'est, de la même manière, rapidement fait remarquer pour ses qualités athlétiques de combattant. Et rapidement, on lui a confié la prise en charge des unités d'élite de l'armée israélienne pour les former à ce qui est devenu le Krav Maga, discipline qui allait être classée secret défense jusqu'au courant des années 70, et puis après qui a été ouverte au public. Voilà pour un rapide résumé de la vie d'Imi concernant le Krav Maga. Oui, donc on peut rappeler effectivement qu'avec la naissance de l'État d'Israël, Imi est devenu instructeur en chef Ouais, tout en à fait. éducation physique et en Krav Maga. Donc Krav Maga en hébreu, ça signifie le combat au corps à corps sans Oui, armes. oui, Euh, le terme, et donc il répond aux besoins variés nécessaires aux forces militaires israéliennes. c'est ça. L'idée, c'est quelque chose de facile à apprendre, donc aussi bien pour un soldat qu'un employé de bureau ou un combattant d'unité d'élite. Donc c'est tout le monde peut en fait se former au Krav Maga. Donc IMI l'a popularisé, a créé diverses entités effectivement pour codifier tout cela. Et bon, un point qui m'a particulièrement intéressé, dont tu vas peut-être nous parler plus en détail, Gilles, c'est les 7 principes du Krav Maga qui ont été fondés par IMI. Alors, c'est vrai que Imi, encore une fois, pour lui, il a beaucoup insisté sur le fait que ça devait être une discipline euh, facilement praticable,
En fait, pour une anecdote, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, lorsqu'il était déjà instructeur en chef dans l'armée israélienne, il est parti au Japon avec des soldats israéliens et ils ont participé à un entraînement avec des soldats japonais. Et ce jour-là, donc c'est une anecdote, ce jour-là, ils ont demandé à des soldats israéliens et japonais de courir sur une longue distance. Et à la fin de cette distance, ils devaient se défendre face à une attaque à la baïonnette, puisqu'à l'époque, on avait encore ce type d'attaque. Et ce qui était enseigné dans l'armée japonaise, c'était que sur une attaque à la baïonnette, on devait mettre un coup de pied à la tête d'une personne. Et Amy s'est fait la réflexion en se disant, après un effort intense, aussi intense, comment demander à un soldat équipé de la tête aux pieds, donc un équipement militaire avec un sac, des rangers, etc. On est déjà à la base pas très à l'aise, mais à la fin d'un tel effort, comment demander à un soldat de risquer et de mettre un coup de pied à la tête? Il s'est dit, c'est pas du tout crédible. Et donc de là, à chaque fois, le cheminement se faisait dans sa tête en se disant, nous, ce qu'on veut avec les soldats israéliens, c'est d'avoir quelque chose qui soit réalisable malgré un effort physique au préalable. Et donc, tout le Krav Maga est basé sur la simplicité, sur le fait que dans la mesure du possible, tout le monde puisse faire la même défense sur une attaque et surtout de créer des automatismes. Ça, pour lui, c'était extrêmement important. Et d'ailleurs, il disait toujours, il faut créer des automatismes et pas des traumatismes. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Il nous le répétait sans cesse en Israël. L'idée, c'est quoi? C'est d'avoir une pratique qui fasse, malgré la dureté de la discipline, qui fasse qu'on ne se blesse pas durant un cours, que ce soit avec des militaires ou avec des civils, puisque si on se blesse durant un cours et qu'on doit se défendre dans la rue, si on est blessé, on sera moins performant. Et donc ça, c'était un de ses credos, un de ses chevals de bataille. Et pour une autre anecdote, Imi devait participer aux Jeux Olympiques de lutte. Et durant un de ses entraînements, il s'est blessé aux côtes et il n'a pas pu y participer. Et justement, c'est encore une fois, c'était de se dire, si je m'entraîne durement, mais qu'après, le jour d'une confrontation en compétition ou dans la rue, je suis diminué, ma manière de m'entraîner n'est pas bonne. Alors, pour répondre à ta question sur les 7 principes, je vais être très honnête avec toi, je m'en souviens pas tous. Je pourrais pas te les énumérer. En fait, je vais vite les énumérer et puis on va arrêter là, je pense, parce qu'on est Ouais, déjà au quart d'heure. Donc, si on veut avoir deux, d'accord, 3 minutes de questions, les 7 principes, c'est éviter les situations dangereuses, tout à fait. avoir Ce qui est des le but. réflexes naturels, Automatisme. voie la plus courte, donc se défendre Oui, et attaquer par la voie la plus courte depuis la position où l'on se trouve, ne tout pas à fait. sortir blessé, comme tu l'as dit, ça c'est vraiment la Oui. base. Les points sensibles, donc c'est vrai qu'on va Mhm. chercher à frapper les yeux, la gorge, les Ouais, parties génitales. Les objets à porter, donc savoir utiliser son environnement, effectivement, sont les objets étant des armes naturelles. Et enfin, le septième, c'est effectivement tous les coups sont permis. Il n'y a pas de règles comme on peut en trouver dans d'autres techniques de combat. tout Voilà, à fait. on va ouvrir peut-être aux questions de nos Alors, auditeurs. si tu permets, par rapport à ces 7 points, je vais quand même. Effectivement, en fait, il faut comprendre que le chemin le plus court, la personne qui m'attaque, elle a le bénéfice de l'attaque. Donc, comme elle a démarré avant moi, si j'emprunte un chemin trop long, je ne pourrai pas la contrer avant qu'elle me touche. Les points sensibles, c'est très important parce qu'en fait, une personne de 100 kilos face à une personne de 60 kilos, elle a l'avantage de ses 100 kilos. Le fait de frapper dans les points sensibles, l'avantage physique, il n'est pas forcément en corrélation avec l'avantage psychologique. C'est-à-dire que si j'arrive à diminuer sa détermination psychologique en frappant dans des points sensibles, je peux à ce moment-là ramener les chances de survie de mon côté. Voilà. Et puis après, il n'y a pas de règle. Au Krav Maga, notre règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Si on peut éviter une confrontation, c'est ce qu'il y a de mieux. Et d'ailleurs, le paradoxe dans tout ça, c'est qu'Imi a créé une discipline extrêmement violente
et c'était un grand humaniste. Et il nous disait toujours, un grand combattant est un humaniste parce qu'il fera tout pour éviter le combat. Voilà. Merci Gilles. Oui, Au donc il plaisir. met une grande figure à mon Oui, sens, à une un mensch, quoi. visionnaire. Oui, exactement, un mensch, tout à fait, oui. Donc s'il y a des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre si j'ai la réponse. Merci beaucoup. Si vis pacem, parabellum. C'est écrivant Exactement. faux. Le parabellum, d'ailleurs, c'est devenu le nom d'une arme. C'est répandu dans tout le monde ou surtout dans le monde occidental ou actuellement? Alors, c'est vrai que plutôt dans le monde occidental, mais le Krav Maga est vraiment la discipline qui a eu le plus d'essor ces 50 dernières années. Comment dire, il a répondu à une attente après la période Bruce Lee où les gens pensaient que des gens pouvaient dormir en lévitation. Il a répondu à une attente qui était réelle face à une situation de la société qui se dégradait beaucoup. Et alors là où ça a pris le plus d'ampleur, c'est notamment en France et en Europe avec le travail extraordinaire que Richard Douyeb, mon enseignant et le représentant du Krav Maga en Europe, a fait, puisque faut savoir que notre fédération en Europe, c'est 25 000 licenciés. Alors face au judo, au karaté, c'est rien du tout. Mais pour une discipline qui était inconnue il y a quelques décennies, on va dire il y a 20 ans en arrière, c'est énorme. Aux États-Unis, c'est des dizaines de milliers de membres. Au Brésil aussi. Et on trouve le Krav Maga, même dans des pays musulmans, on trouve beaucoup d'écoles de Krav Maga. Mais c'est vrai que c'est surtout dans le monde occident que ça s'est le plus répandu. Une petite question, Gilles. Oui, Est-ce que durant les Maccabéades, donc ce sont les Jeux olympiques juifs, je connais, est-ce oui. que cette discipline a-t-elle lieu? Est-ce qu'elle est active? En Israël, oui. Oui, oui, je sais qu'en Israël. Alors, en fait, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, au Krav Maga, comme il n'y a pas de règles, il n'y a pas de compétition. Si on met des règles au Krav Maga, eh ben en fait, c'est plus du Krav Maga. Ça ne veut pas dire que nous, dans nos cours, on fait des combats avec des gants, des protèges tibias, le but étant de préserver l'intégrité physique et morale de nos pratiquants. Mais en fait, un combat dans la rue, on peut avoir l'impression de le gagner et à tout moment, ça peut se renverser parce que la personne va se saisir d'un objet, comme en parlait Guy, la personne va me mettre un doigt dans l'œil et ça va me diminuer. Donc, il y a des compétitions en Krav Maga, mais qui sont sous forme de démonstration. Ce qu'on va noter, c'est la manière dont la personne va faire une démonstration. Mais sinon, il y a pas de vraie compétition en Krav Maga. Mais c'est vrai qu'en Israël, parfois le Krav Maga est représenté durant les Maccabéades. C'est surtout pour les jeunes, avec des jeux, des formes de démonstration, comme je le disais. Et une dernière question, est-ce qu'il y a des niveaux comme on trouve au judo avec première dan, deuxième dan, etc. Y a-t-il des niveaux? Oui, alors justement, c'est Amy qui a mis ça en place. Il a repris le même principe qu'au judo, savoir ceinture blanche, jaune, orange, verte, etc., pour, pour mettre en place un système d'évolution technique cohérent. Moi, les gens, quand ils viennent chez moi, enfin, pour parler de mon club, ils démarrent, ils sont ceinture blanche, et tous les ans, ils peuvent passer une ceinture. Donc, en théorie, au bout de 6 ans, on est ceinture noire. Je dis bien en théorie parce qu'après, il y a des examens avec des épreuves techniques, etc. Mais après, aujourd'hui, dans le monde, il y a plusieurs fédérations. Il y a des fédérations qui n'adhèrent pas au système de grade. C'est leur choix. Moi, je trouve ça très pertinent. Il faut savoir qu'en Israël, comme en France, enfin, peut-être pas chez nous parce qu'il fait froid, mais comme dans certaines régions un peu plus chaudes, on peut voir des enfants se balader en kimono de judo. En Israël, moi j'y ai vécu pas mal de temps, on voit plein de petits jeunes de 5 ans, 6 ans, 7 ans se balader en kimono avec leur ceinture. Et lui, il a voulu démocratiser le Krav Maga parce que pour lui, c'était important qu'on démarre le plus jeune possible le Krav Maga parce que plus on va démarrer jeune, plus on va exceller plus tard. Et surtout, c'était important pour lui que tout le monde puisse pratiquer le Krav Maga. Et c'est pour ça ils ont j'oublie le mot, mais ils ont fait en sorte que ça soit plus réservé à une élite, parce qu'à la base, c'était encore une fois que les soldats, les agents du Mossad, Mhm. et qu'aujourd'hui, ça s'ouvre à tout le monde. Ouais.
Ouais. Et jusqu'au GIGN, hein. Oui, oui, tout à fait. Moi, par exemple, à Strasbourg, j'ai formé les ERIS, qui est l'équivalent du RAID pour la pénitentiaire. Richard Duyeb lui a formé le GIGN pendant 13 ans. J'ai un ami qui est membre du RAID, qui s'est formé avec nous, qui enseigne le Krav Maga dans le RAID, le FBI, et puis dans plein de séries américaines, maintenant on entend parler du Krav Maga parce que il y a une vraie reconnaissance de la discipline qui est très très complète, qui est très riche et qui est vraiment intéressante. Mais par exemple, dans mes cours, on va avoir aussi bien le cadre supérieur de 65 ans qui fait du Krav Maga une fois par semaine, comme le petit jeune de 25 ans qui va participer à tous les cours 5 jours sur 7. Donc c'est vraiment un public très varié. Très bien. Merci Gilles. Merci Avec beaucoup plaisir. Guy. Merci pour votre C'était invitation. une approche intéressante, quelque chose qui Merci. contribue à la sécurité de nos Tout à fait. institutions, il faut le dire, Oui. et c'est très important. Merci à vous deux, et Avec sans plus plaisir. attendre, on Je vous va... abandonne. Bonne soirée. Merci en tout cas et bon rétablissement. Merci On va beaucoup. donner la parole au professeur Didier Francfort à propos d'un film qui s'intitule Vichniac, qu'il va nous présenter lui-même. Je vais juste dire un mot pour que vous sachiez qui est Didier Francfort. C'est un professeur émérite d'histoire contemporaine, donc c'est à l'Université de Lorraine. Et globalement, il est spécialiste de l'histoire culturelle. Alors, il a commencé à travailler sur l'histoire de l'immigration italienne en Lorraine, puis dans le Frioul avec les phénomènes de la vie associative, et beaucoup ensuite sur la place de la musique dans la construction des identités collectives. Il a fait un livre qui s'appelle Le chant des nations, et j'ai bien aimé une phrase qu'il rappelait de Woody Allen dans son introduction. Quand j'écoute du Wagner, j'ai envie d'envahir la Pologne, et c'est vrai que on voit le lien qui peut être sous-tendu par les phrasés musicaux. Euh, il a été également président d'une association culturelle qui s'appelle le 55 de la rue des Ponts, culturelle juive à Nancy, et continue d'être un foyer vivace de la culture juive yiddish dans l'Est de la France. Et c'est un grand mélomane. J'ai vu, cher Didier, un livre intitulé Beethoven, un encombrant génie, Oui, a publié en 2020. Tout ceci nous paraissait intéressant de te demander de nous présenter le film Vichniac. C'est un film qui sera projeté au Cinéma Star ce dimanche à 13h30. Essayer de comprendre quel est l'intérêt de ce film. Didier, tu as la parole. merci beaucoup. Oui, ce film est vraiment intéressant. Il faut y aller, hein. C'est quelque chose d'important d'aller voir ce film. Il a été réalisé par Laura Bialis, qui est une réalisatrice d'origine californienne et israélienne, qui n'en est pas à son début dans le film documentaire, qui a fait des documentaires importants jusqu'à présent. Je pense à deux films qu'elle a réalisés. Le premier, c'était en 2008, c'était un film sur les refusniks, sur les juifs soviétiques qui voulaient partir de l'Union soviétique et pour lesquels il y a eu de grandes campagnes pour qu'ils soient autorisés à quitter l'Union soviétique, campagnes qui ont eu lieu en grande partie aux États-Unis et dont elles retracent les grandes étapes, hein, en 2008. On peut voir ce film sur Internet. Hein, recommande de le voir sur Internet. Et puis, un petit peu plus récemment, elle a fait en 2015 un film qui s'appelle Rock in the Red Zone, le rock dans la zone rouge. Il s'agit de vie musicale. Alors, c'est un film que je n'ai pas encore vu, mais que j'ai très envie de voir parce que c'est sur la vie musicale à Sderot. Comment on fait de la musique et comment la musique a été quelque chose d'important sous les attaques du Hamas et dans une zone qui était particulièrement touchée par la violence agressive du Hamas et du djihad islamique, hein. Ce film a l'air très bien, mais simplement, il n'est pas encore accessible sur Internet comme l'est le film le plus ancien. Alors là, elle a fait un film tout à fait intéressant sur la photographie, sur le travail de photographie et sur un grand photographe qui a été Roman Vichniac. Je vais essayer de présenter le contexte de la vie de Roman Vichniac pour qu'on puisse voir l'importance de ce film. Vichniac est connu pour avoir photographié le monde qui a disparu avec la Shoah. Il a été le photographe le plus important pour photographier les plus petits shtetl, les plus petites communautés de l'ensemble de l'Europe centrale et orientale,
parfois des communautés très très isolées qui vivaient dans les Carpates. Et tout ce monde qui a disparu euh, reste présent dans nos mémoires grâce à ces photographies de gens qui ont été massivement assassinés. Il a pris plusieurs milliers de photographies et n'a pu emporter dans son exil aux États-Unis qu'une partie infime de cette énorme production qu'il a faite, hein. Il est né, Vichniac, en 1897 en Russie, à côté de Saint-Pétersbourg, et il a passé son enfance à Moscou. Euh, pour les familles juives de l'Empire tsariste, c'est exceptionnel. La majorité des juifs étaient dans la zone de résidence à l'ouest de l'Empire de Russie, qui comprenait la Pologne actuelle, la Lituanie. C'est en gros une bande qui va de la Baltique à la mer Noire. Et les Juifs devaient résider là, euh, sans avoir la possibilité de s'implanter, en particulier dans les deux capitales qu'étaient Saint-Pétersbourg et Moscou. Seules quelques familles avaient l'autorisation de s'y installer quand elles étaient classées dans les classes supérieures, parce qu'il y avait une sorte de classification de la population russe, de marchands. Ce qui était le cas des parents de Roman Vichniac. Son père avait une entreprise qui fabriquait des parapluies et sa mère était d'une famille de diamantaires. Donc, ils ont pu, ses parents, s'installer à Moscou, avoir une résidence secondaire à côté de Saint-Pétersbourg. C'est là qu'il est né. Et ce qui a été très important dans sa vie, c'est quand on lui a offert appareil photo et puis aussi beaucoup un microscope. Et il a été un des pionniers de C'est la intéressant. photographie microscopique. Ah oui. Un des premiers à combiner le microscope Ah oui. et l'appareil photographique. Et ça, c'est particulièrement intéressant, et c'est particulièrement intéressant dans les cultures juives parce qu'il passe son temps à s'intéresser à ce qu'est la vie et à essayer de capter par la photographie et par le grossissement de ces êtres élémentaires ce qu'est la vie. C'est le photographe de la vie. C'est le photographe de la vie du monde. Il y a quelque chose qui est un petit peu, si on veut, une prémonition du souci écologique dans sa démarche de photographe. Donc il commence par photographier des insectes, euh, des, des axolotls, des petits organismes, et il devient véritablement un pionnier dans ce domaine. Confronté aux révolutions russes, sa famille choisit l'exil en 1918. Après la deuxième révolution de 1917, dans la guerre civile qui opposait les bolcheviks aux Blancs et aux partisans de, de la première révolution russe, sociodémocrate en particulier, la famille Vichniac choisit de quitter la Russie et s'installe à Berlin. Et à Berlin, c'est le foisonnement culturel de la République de Weimar. Et là, Vichniac vit au rythme véritablement de cette inventivité qui marque la société berlinoise particulièrement, et de cette liberté hein, qui existe jusqu'aux années 30, jusqu'à la prise du pouvoir par les nazis. En 1918, donc il est à Berlin, et là, depuis Berlin, lié aux organisations juives américaines, en particulier au Joint, il sent dans les années 30 la nécessité de photographier la vie juive d'Europe centrale et orientale en pensant qu'elle est menacée. On n'a pas encore conscience, évidemment, de ce qui sera la Shoah, mais on a bien conscience que la montée du fascisme, des fascismes, du nazisme menace véritablement les communautés juives. Il n'a pas fallu attendre le nazisme pour qu'il y ait l'antisémitisme en Europe centrale et orientale, hein. L'antisémitisme est bien là. Et donc, la photographie apparaît comme un moyen d'illustrer et donc de défendre ce que sont ces communautés, très importantes quand il s'agit de villes comme Vilna ou Varsovie,
très petites quand il s'agit de shtetl qui parfois peuvent être tout à fait isolés. Donc Vichniac a été en Pologne, en Slovaquie, a été dans tous les pays d'Europe centrale et orientale, et là a décidé de photographier non pas des photographies statiques, non pas en disant aux gens rangez-vous, mettez-vous de cette façon, mais en captant la vie. Ce qui donne à ces photographies une valeur de source historique inestimable. Je crois que ces photographies sont plus qu'un témoignage, sont véritablement la source principale pour comprendre ce monde qui a été assassiné. Avec le régime nazi, sa famille a quitté Berlin pour s'installer en France, à Paris, et il n'est pas resté en France, ne serait-ce que parce qu'en 1940, la police de Vichy l'a placé dans un camp d'internement à Ruchard, dans une ancienne caserne. Et donc, il a été dans une situation de détention par la police française. Quand même des choses qu'il faut rappeler, jusqu'au moment où il a réussi à quitter la France par Marseille, Lisbonne, et où il a été aux États-Unis. Et là, aux États-Unis, après avoir appris l'américain, il était polyglotte, il parlait russe, yiddish, allemand, mais l'anglais d'Amérique, ça a été un petit peu un problème pour lui, il s'y est mis, et il est devenu une espèce de grand vulgarisateur de la photographie microscopique, et un conférencier, et un diffuseur, et un passeur, et un médiateur. Et c'est là qu'avec les photographies qu'il a pu ramener de son grand reportage en Europe centrale orientale, il a commencé à faire des ouvrages illustrés qui ont abouti à une grande synthèse en 1984, un livre qui s'appelle Un monde disparu, A Vanished World. Mais en même temps, il a continué à vouloir transmettre sa passion pour la photographie microscopique et a donné des grandes conférences où il expliquait ce qu'était la vie, la biologie. Alors certains grands scientifiques ont discuté certaines de ses assertions d'un point de vue scientifique, à commencer par son fils, Wolf, qui est devenu un grand biologiste, mais tous ont reconnu sa capacité à être un grand pédagogue de ces réalités qui ne sont pas toujours saisissables à l'œil nu. Voilà, je crois qu'on a une idée de l'importance de ce film comme témoignage sur la vie juive d'Europe centrale et orientale telle qu'elle a été avant la Shoah, et puis sur cet itinéraire singulier d'un grand photographe qui donnait à la photographie une valeur que je qualifierais presque de spirituelle, qui associe ce qu'on voit des humains d'une conscience universelle de la vie. Je crois qu'on peut peut-être regarder la bande-annonce du film. Oui, Samy, si c'est possible de mettre la bande-annonce. Merci en tout cas hein, pour cette belle présentation. Alors juste la bande-annonce, Alain, c'est ce que vous m'avez envoyé? Oui, oui, il y a une bande-annonce à 2 minutes 14 ou quelque chose comme ça. Il y a plusieurs formats. Moi, je peux aussi changer de format et parler plus, si vous le souhaitez. Et ce qui risque Euh, Alors, je vais essayer de le renvoyer à nouveau. Monsieur... Alors pour l'instant, je n'ai pas la bande-annonce. Mais je vais essayer de vous la renvoyer. Ouais, avec plaisir. Alors, voilà. C'est Official Trailer. Bon, je vous l'envoie. Samy, Samy. Ah, d'accord. Excusez-moi. alors, à Diasporama, on a la version sous-titrée en français. Hein, Oui, je le précise, hein, parce qu'il faut que tous les spectateurs puissent y aller rassurés. Il n'y aura pas de choses oui. non sous-titrées. Hein. Oui, Ouais, c'est en alors anglais, attendez. mais sous-titré. Oui, Voilà. j'ai fait bien de préciser. Oui. Samy, c'est comme quand vous voulez. Ouais, alors attendez juste une seconde. Hop. C'est déposé
entre-temps. Ces documents sont déposés dans un musée ou une Aux fondation, des États-Unis, oui, archives, oui, oui. Et au tout Yad à fait. Vashem peut-être aussi? Euh, je ne crois pas, mais je me trompe peut-être, hein. Je crois que l'ensemble des documents accessibles ont été placés par les familles, parce qu'il a une vie familiale assez compliquée avec deux mariages successifs et les enfants ont réussi à se mettre d'accord pour rendre accessible ce qui restait de toutes ces photographies. Parce que les photographies qu'il a pu ramener d'Europe étaient en nombre limité, mais dans sa vie aux États-Unis, il a accumulé un nombre impressionnant de photographies microscopiques. Mhm. Mhm. C'est ces photos en particulier, on voit des enfants issus de yeshivot Oui, étudiés à la lumière d'une lampe, d'une bougie. Enfin, on a tous vu ces alors, images. C'est sans ce doute qui est, extrait de son fond. oui, ce qui est étonnant, c'est qu'il a voulu travailler le plus souvent en lumière naturelle, Oui. sauf dans quelques cas où il avait besoin d'une bougie. Donc il y a quelque chose véritablement d'un souci documentaire, d'exactitude, qui guide ses cadrages et ses photos. Et quel est le temps qu'on arrive à avoir l'image, quelle est la portée ou l'intérêt de son accès à la microphotographie, enfin, au microscope c'est curieux d'abord comme interférence, et puis il a fait des films biologiques ou scientifiques. Il a fait des films de vulgarisation Ouais. qui avaient pas mal de succès, hein. Je crois que il a réussi à s'imposer comme euh, un, un vulgarisateur dans la culture de masse américaine, hein. Oui. Ben, j'ai essayé de voir l'interférence entre le microscope et la halakha au judaïsme. Oui, Il y a les chutneys éventuellement, où on regarde les mélanges de lin et de laine et on voit à la loupe au moins les fibres pour oui. savoir ce qui est du lin, ce qui est de la laine. Alors, et il était de tendance, tu l'as peut-être dit, mais j'ai pas relevé, bouddhiste ou religieuse ou Non, non, il était sioniste, sioniste, oui. euh, moyennement religieux, hein, avec son D'accord. interprétation personnelle ou qui oscillait entre la religion et un certain agnosticisme. Voilà, je vais... I remember many of his pictures being born in the dark room and this feeling of closeness to my father. I would ask him about the people in the pictures, and he would say, "These are our people." In those terrible days just before Hitler struck, Dr. Vizniak was there with his camera. At the time that he was taking those photographs, nobody knew the Holocaust was coming. These were people in a way of life that was wiped out by the Nazis. Documentary photography was in the process of being invented. Mobile with small cameras, trying to catch life on the fly, the surrealism of life, the poetry of life. You were not documenting the world in a neutral way. You were documenting the world in order to change it. Words could be later mistrusted. The images would serve as witnesses. We had gotten passage for 4 of us on the last trip to leave from Lisbon. I have a memory of looking out and feeling a tremendous sadness. Roman did portrait photography, anything he could to make a living at the time. He had enormous chutzpah. Invited Eleanor Roosevelt to see his show. He regarded himself as a mixture of Moses and Superman. The preeminent photographer of East European Jews. They were exhibited as a kind of eulogy to a lost world. He used to say, the closer you come, the more beautiful it is. A child must get knowledge for himself. This is the only true, valuable approach to the science of life. Très bien. En tout cas, Didier, il y a Voilà. peut-être d'autres questions si vous souhaitez
demander au professeur. Alors, la musique, alors, j'ai vu que c'était un de tes grands thèmes, de Oui, recherche, d'études. Et alors, la musique est Beethoven, mais et la musique juive, peut-être aussi. aussi. Hein. Alors, moi, je suis plutôt de formation ashkénaze, hein. Oui, Mais j'ai fait un article sur la musique mizrahi en Israël qui est accessible en ligne. Donc, en cherchant avec mon nom Didier Francfort et musique mizrahi, on peut trouver cet article dans la revue d'histoire culturelle en ligne. d'accord. Très bien. On va regarder ça Voilà. parce Et que c'est ça tout. a été un travail de découverte tout à fait intéressant. Et puis, à l'occasion de cet article, j'ai pu être en contact avec Tom Cohen, avec son orchestre à Jérusalem. Et ça a été pour moi une découverte très enrichissante que j'aime bien partager. Hein. Donc, avec cet article, il y a aussi une playlist qui Ah, permet d'accéder à ces musiques. de recommandations. Très bien. Bah, c'est une bonne invite à poursuivre cette précieuse collaboration. Merci en tout cas de ta disponibilité ce soir. Merci, à bientôt. Au plaisir. Alors on va commencer par préparer la pâte. Alors pour préparer la pâte, pour faire la pâte sablée, il nous faudra de la margarine, de la farine, du sucre et des œufs. Alors on va le faire ensemble. On va commencer par prendre 250 g de margarine. Alors ce qui est bien, c'est de la sortir à l'avance et de la mettre à ramollir près d'une source de chaleur pour qu'elle soit facilement malléable. Donc on va prendre 250 g. Donc on va utiliser un œuf entier. Qu'on vérifie donc dans un verre transparent. On ajoute dans la margarine et on a besoin aussi d'un jaune. On va ajouter à ça 125 g de sucre. Donc moi j'ai déjà pesé le sucre. Et 250 g de farine. Et on malaxe. Voilà, c'est très collant, c'est normal, puisqu'on n'a pas encore mis toute la farine. Ensuite, on rajoute le reste de la farine, donc en plusieurs fois. Donc, au fur et à mesure, vous voyez, ça colle de plus en plus, ça forme une boule. Il faut que la pâte forme une boule, pas collante. Si vous voyez qu'il n'y a pas besoin de toute la farine, c'est pas non plus la peine de tout mettre. Vous pouvez laisser il peut rester à peu près 50 g qu'on n'utilise pas. Si votre boule de pâte est déjà bien formée, c'est pas la peine de la rendre trop sèche avec la farine. Tout dépend aussi de la margarine qu'on utilise. Alors si vous aimez la pâte sablée feuilletée, ça veut dire qu'il soit un peu plus croustillante, vous pouvez à la place d'utiliser la margarine jaune comme nous on a utilisé là ce matin. C'est ce que je fais parfois, c'est utiliser de la margarine grise, la même en margarine grise, et votre pâte sablée sera un petit peu feuilletée. Voilà, alors quand on a une belle boule de pâte comme ça, il faut la mettre au frais dans un film pendant au moins une demi-heure avant de la travailler pour qu'elle se repose. Il ne faut pas travailler la pâte directement après l'avoir sortie du bol parce qu'elle s'effrite et elle se travaille moins bien. J'ai sorti ma pâte du frigidaire, donc elle est plus ferme et elle va se travailler mieux. Je farine bien mon plan de travail et je vais l'étaler. Alors on ne va pas utiliser toute la pâte parce que ça va faire beaucoup, à peu près la moitié. Pour un moule à tarte, voilà, de moyen. Donc je fais la forme ronde et je farine bien le plan de travail pour pas que la pâte colle au plan de travail, sinon ça va être difficile à décoller.
On va bien la rouler. Voilà, donc on étale la pâte sur environ 3 mm, plus ou moins. Si vous aimez la pâte plus épaisse, faites plus épais. Si vous aimez plus fin, mais ne faites pas trop fin parce qu'après c'est difficile à transporter. Donc on va fariner le moule à tarte. Donc ensuite, je vais vous montrer, on prend la pâte, on l'enroule autour de son rouleau pour pouvoir la transporter facilement. Vous voyez, comme ça, hop, on peut la soulever facilement. On approche son moule et ensuite on n'a plus qu'à la disposer sur le moule. En partant du bas de la pâte, on a juste à poser le rouleau. Et hop, voilà. La pâte est sur le moule. On va bien prendre la forme du moule. On prend un couteau pour bien couper la pâte autour du moule. Bien proprement. Les chutes, on peut les remettre avec le reste de pâte. Alors, le reste de pâte, il y a deux possibilités. Soit vous en avez besoin tout de suite et vous l'utilisez dans la semaine, vous la filmez, vous la laissez au frigo, vous l'utilisez dans la semaine. Soit il y a une possibilité, vous la congelez et soit vous la congelez dans un moule déjà étalé. Quand vous aurez besoin de faire votre tarte de Shabbat, vous sortez le moule, vous avez juste à mettre les fruits et à le cuire. Ou bien vous pouvez la congeler dans un film alimentaire, directement au congélateur et vous la ressortez quand vous en avez besoin. Ça sort impeccable, sans problème, et au moins vous avez déjà de la pâte d'avance. Voilà, alors voilà notre moule, notre pâte. Donc avant de mettre les fruits, ce qui est très important, c'est de piquer la pâte. Donc je prends une fourchette et je pique très régulièrement sur la pâte pour que la pâte ne gonfle pas et ne prenne pas l'air par en dessous, sinon après vous n'aurez pas une tarte qui soit droite. Donc vous voyez, on voit bien les trous de fourchette, c'est pas difficile. Cette pâte, vous pouvez l'utiliser pour toutes vos préparations, toutes vos tartes. Vous pouvez l'utiliser comme pâte pour une tarte au chocolat, vous pouvez l'utiliser pour tout ce que vous voulez. Alors nous, on a décidé aujourd'hui de faire aux myrtilles. Donc j'ai acheté des myrtilles fraîches, mais vous pouvez tout à fait faire cette même tarte avec des myrtilles surgelées, sans problème. Pour les myrtilles, ce qui est bien, c'est que comme c'est un fruit qui dégorge beaucoup de jus, de mettre en dessous de la poudre d'amande pour absorber le jus des myrtilles. L'équivalent de combien de grammes? Alors là, c'est un paquet de 100 grammes, j'ai mis à peu près 30 grammes, on va dire, de poudre d'amande. Donc les myrtilles, c'est un fruit qui ne nécessite pas de vérification particulière. Donc il suffit de les rincer. Il n'y a pas besoin de les ouvrir ou de vérifier plus que ça. Et je vais les disposer sur la tarte. En quelle quantité? Alors, si vous aimez beaucoup les myrtilles, il faudra mettre pratiquement 750 grammes, presque 1 kg de myrtilles. Si vous aimez moins les myrtilles, que vous aimez plus de crème, alors on mettra moins de myrtilles et on mettra une plus grande quantité de crème par-dessus. Donc voilà, on a réparti nos myrtilles sur la tarte. Là, j'ai pratiquement 1 kg de myrtilles. Évidemment, plus il y a de fruits, meilleur c'est. Voilà notre tarte aux myrtilles qui est prête à enfourner. Moi, j'ai l'habitude de la cuire sur chaleur tournante à 180 degrés pendant environ 45 minutes. Vous voyez, si vous voyez que c'est pas assez cuit, vous la laissez encore un petit peu. Alors, on va à présent préparer la sauce pour la tarte, le flan. Donc, on prend 2 œufs. Si vous aimez beaucoup de flan, vous pouvez mettre 3 œufs. Et ça dépend aussi de la taille de votre moule. Donc nous, on va prendre quand même 3 parce que c'est un grand moule. Alors, on va prendre 100 g de sucre. On va ajouter. Et 2 cuillères à soupe de farine. Alors, on va battre avec le fouet. Là, on va bien remuer. Si vous avez un fouet, vous le faites au fouet. On va ajouter un tout petit peu d'eau. Il faut faire attention qu'il n'y ait pas de grumeaux. Et ensuite, on le met sur la tarte à peu près après 20 minutes de cuisson. Et vous versez.
Et vous avez précisé dans la vidéo que l'avantage de la myrtille, c'est qu'il n'y avait pas de souci de cache-route. Enfin, on pouvait Voilà, de c'est facile, hein. Il n'y a vérification. pas de vérification à faire, il n'y a Voilà, pas de vérif. c'est quand Voilà, même et le plus. cette pâte dont vous avez la recette, vous pouvez l'utiliser pour faire toutes les sortes de tartes. Comme j'ai dit, même tarte à la myrtille, tarte amandine poire, enfin tout ce que vous voulez. C'est Et, une base. On peut même faire des sablés avec, n'importe quoi. C'est une pâte multi-usage. vous servez jamais des pâtons tout prêts qui sont en vente? Des pâtons tout prêts? Ah non, pas du tout. Non, Alors, non, non. quand on n'a pas votre. J'ai l'habitude de tout cuisiner moi-même. C'est mais Ouais, bien meilleur. ouais, j'en doute pas, mais quand on n'a pas votre dextérité, c'est Non, mais vous pratique. avez vu, c'est pas difficile à faire. Non, c'est vrai. Mais enfin bon, je sors le pâton du frigidaire et puis j'étale comme ça, c'est vrai. Ah ouais, bon, c'est une question Mais d'habitude. en tout cas, c'est très Mais alors, moi, appétissant. toujours des pâtes à tarte au congélateur. Hum. Donc, il reste plus qu'à l'étaler et à mettre la Oui, garniture. ouais. Eh bien, La merci migaine. beaucoup. Sur ce, on va s'arrêter. Et Alors, merci encore une fois, Madame Serla. Alain, Avec plaisir. le mot pour la fin. merci Madame Suerla, merci Samy, merci de votre présence. Alors, je voulais vous rappeler que le prochain rendez-vous, c'est le 18 février avec Kidou Chassis et le grand rabbin Gutmann qui sera présent pour Shabbat Yitro. Et le prochain Zoom à Shlishi, c'est le 6 mars prochain, 19 heures. Et envoyez-nous vos commentaires, critiques, ça nous aide à améliorer au fur et à mesure. Shabbat Shalom et au plaisir. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Shabbat shalom. Shabbat shalom.